Le silence dans le grand salon fut brisé par le grincement de la porte en chêne. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, où une silhouette petite et déplacée apparut entre les colonnes de marbre. Un garçon des rues, vêtu de vêtements rapiécés et de baskets trouées, avançait dans l'allée centrale du plus somptueux enterrement que cette ville ait jamais connu. Les héritiers, drapés dans leurs tenues noires importées, se figèrent. Leurs expressions de deuil fin se transformèrent en horreur et en dégoût. La matriarche de la famille était morte 3 jours plus tôt. Cette femme qui avait bâti un empire à partir de rien, qui avait transformé une petite fabrique de tissus en une entreprise internationale, reposait désormais dans un cercueil en acajou orné de fleurs rares. Mais le choc n'était pas causé par la mort. Il venait de la présence de ce garçon sale traversant le salon comme s'il avait le droit d'être là. Le fils aîné se leva de la première rangée, le visage rouge d'indignation. Sa sœur serra son sac de marque contre sa poitrine, comme si le garçon pouvait la contaminer d'un simple regard. La tante, assise à côté, murmura quelque chose de venimeux à l'oreille de sa nièce, ses yeux étroits fixés sur l'intrus. L'avocat de la famille, un homme aux cheveux gris et au costume impeccable, demeurait impassible près du cercueil, tenant une enveloppe cachetée. 6 mois plus tôt, cette même femme vivait ses derniers jours dans une solitude totale. Le manoir de 12 chambres résonnait de vide, malgré la présence d'une famille entière. Elle passait ses nuits assise sur la véranda, observant les lumières de la ville à travers les grilles dorées qui entouraient sa propriété. Le cancer progressait sans pitié, mais la douleur physique était supportable comparée au vide qu'elle ressentait dans la poitrine. Ses enfants ne venaient que pour demander de l'argent ou discuter du futur partage des biens. Sa sœur appelait chaque semaine, toujours avec une urgence financière à résoudre immédiatement. Personne ne demandait comment elle allait. Personne ne lui tenait la main lorsque les crises de douleur survenaient au milieu de la nuit. Personne ne se souciait qu'elle eût perdu 15 kilos et qu'elle peinât à monter les escaliers. L'équipe médicale allait et venait. Les infirmières suivaient les protocoles. Les domestiques gardaient une distance respectueuse. Elle était une reine dans un château glacé, mourant lentement tandis que tous attendaient impatiemment la fin. La nuit de son 70e anniversaire, le manoir était particulièrement vide. Les enfants avaient promis un dîner en famille, mais annulèrent à la dernière minute. Une histoire de fête importante, de contacts essentiels pour les affaires, d'occasions à ne pas manquer. Elle s'assit seule à la table de vin couvert, regardant le gâteau préparé par la cuisinière. Les bougies restèrent éteintes. Il n'y avait personne pour chanter « Joyeux anniversaire ». C'est alors qu'elle entendit la sonnette. Elle se traîna jusqu'à la porte, surprenant le majordome qui s'apprêtait à aller ouvrir. De l'autre côté du portail, un garçon maigre tendait la main à travers les barreaux. Il ne demandait pas d'argent. Il demandait à manger. Ses yeux creusés révélaient des jours sans repas convenable. La femme sentit quelque chose s'éveiller en elle, quelque chose qu'elle avait oublié. Contre toutes les protestations du personnel, elle ordonna qu'on ouvre le portail. Elle invita le garçon à entrer. Elle le fit asseoir à la table gigantesque et lui servit le dîner préparé pour une famille absente. Le garçon mangeait lentement, avec une éducation qui contrastait avec son apparence misérable. Il remerciait à chaque bouchée. Il souriait entre 2 morceaux. Il posait des questions sincères sur elle, intéressé par ses histoires, sa vie, ses anciens rêves. Pour la première fois depuis des années, elle rit. Elle raconta sa jeunesse pauvre, comment elle vendait des tissus de porte en porte, comment le premier contrat avait tout changé. Le garçon écoutait, fasciné, ses yeux brillants non pas à cause de la richesse autour de lui, mais à cause de cette histoire de dépassement. Ils dansèrent dans le salon au son de vieilles chansons. Ils mangèrent du gâteau. Ils parlèrent jusque tard dans la nuit, partageant des expériences qu'aucun d'eux n'aurait imaginé avoir en commun. Quand les héritiers rentrèrent de la fête, ils trouvèrent le garçon endormi sur le canapé de la bibliothèque. L'explosion fut immédiate. Les accusations de vol fusèrent. Les menaces d'appeler la police résonnèrent dans les couloirs. Le fils attrapa le garçon par le bras et le traîna jusqu'à la porte, le poussant dans les escaliers. La fille criait à propos de maladie et de danger. La tante exigeait des explications sur cette folie. La matriarche assista à toute la scène depuis son fauteuil roulant, silencieuse. Ses yeux parcoururent chaque visage de la famille, gravant dans sa mémoire la cruauté, la froideur, l'absence totale d'humanité. À cet instant, quelque chose se brisa définitivement en elle. L'illusion qu'il existait de l'amour, qu'un lien sincère subsistait au-delà de l'argent, s'évanouit comme de la fumée. Dans les jours qui suivirent, elle fit venir l'avocat pour une réunion privée. Elle passa des heures enfermée dans le bureau, révisant des documents, signant des papiers, donnant des instructions précises. Aucun membre de la famille ne sut le contenu de ces conversations. Personne n'imagina quelle décision était prise. Quand elle mourut, 2 semaines plus tard,
Les héritiers versèrent des larmes sèches et commencèrent aussitôt à calculer leur fortune. À présent, devant le cercueil, le garçon des rues marchait vers l'avocat. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le fils tenta de lui barrer le passage, mais l'avocat leva la main, imposant le silence. Sa voix trancha l'air comme une lame. Ce jeune homme est ici à la demande expresse de la défunte. Il lira le testament. L'enveloppe blanche passa des mains de l'avocat aux mains tremblantes du garçon. Le papier était lourd, précieux, avec le sceau de la famille gravé en relief doré. Le garçon regarda le document comme s'il tenait quelque chose de sacré, ses doigts sales contrastant avec la pureté du papier. Le fils s'avança de nouveau, mais l'avocat se plaça entre eux, sa posture ferme laissant entendre que toute interruption serait inutile. La fille éclata en protestations stridentes. C'était un scandale, une violation, un manque de respect envers la mémoire de leur mère. Comment osait-il permettre qu'un étranger, un mendiant des rues, touche aux documents de la famille? La tante acquiesçait de gestes exagérés, le visage tordu de répulsion. Les invités présents aux funérailles chuchotaient entre eux, certains filmaient discrètement avec leur téléphone, d'autres se contentaient d'observer le spectacle avec une curiosité morbide. Le garçon déplia le papier avec soin. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de responsabilité. Il lui avait promis qu'il le ferait. Il avait juré de lire chaque mot, de ne rien laisser de côté, de réaliser le dernier souhait de cette femme qui lui avait montré de la bonté quand le monde entier lui tournait le dos. Il prit une profonde inspiration et commença à lire d'une voix claire, chaque syllabe résonnant contre les murs du salon. La lettre commençait par une introduction formelle, reconnaissant la présence de tous les héritiers légaux. Elle listait les biens, le manoir, les 3 propriétés sur la côte, l'appartement dans la capitale, les actions de l'entreprise, les comptes bancaires dans différents pays, les bijoux, les voitures, les investissements. À chaque item mentionné, les yeux des membres de la famille brillaient d'une avidité à peine dissimulée. Ils avaient déjà tout divisé mentalement, déjà planifié comment dépenser chaque centime. Mais alors, le ton de la lettre changea. La matriarche commença à se remémorer des moments précis. Le fils qui demandait de l'argent pour couvrir ses dettes de jeu et qui disparaissait pendant 3 mois. La fille qui prétendait avoir une urgence médicale pour obtenir une avance sur l'héritage, mais qui fut vue sur une croisière de luxe une semaine plus tard. La sœur qui avait toujours une histoire triste, avait toujours besoin de plus, promettait toujours de rendre, mais ne le faisait jamais. La voix du garçon vacilla un instant lorsqu'il lut ces passages. Il pouvait sentir la douleur dans les mots, le poids de la déception accumulée au fil des décennies. La matriarche décrivait chaque mensonge, chaque promesse non tenue, chaque moment où elle avait été laissée seule alors qu'elle avait le plus besoin de compagnie. Il n'y avait aucune accusation furieuse, seulement une constatation triste de faits indéniables. Le fils tenta d'interrompre, arguant qu'il s'agissait de diffamation, qui ne permettrait pas que la mémoire de sa mère soit entachée par des mensonges inventés. Mais sa voix paraissait faible, désespérée. La fille commença à pleurer, des larmes fabriquées qui ne convainquaient personne. La tante resta silencieuse, son visage pâle révélant la panique croissante. Tous comprenaient où cela menait. L'avocat resta impassible, les yeux fixés sur le garçon, l'encourageant à continuer. Il avait travaillé pour cette famille pendant 30 ans. Il avait été témoin de chaque trahison, chaque mensonge, chaque moment de cruauté déguisé en inquiétude. Il avait toujours voulu dire quelque chose, faire quelque chose, mais son rôle était seulement d'exécuter les ordres. Maintenant, enfin, la vérité se révélait à travers les propres mots de la matriarche. La lettre poursuivait en décrivant la nuit de l'anniversaire oublié. Comment elle avait attendu la famille qui n'était jamais venue. Comment elle avait passé des heures à regarder le téléphone, inventant des excuses mentales pour leur absence, essayant de se convaincre qu'il devait y avoir une bonne raison. Et puis, l'apparition du garçon à la porte. La simple supplique pour de la nourriture. La décision d'ouvrir non seulement les portes de la maison, mais aussi celles du cœur. Le garçon décrivait maintenant, avec ses mots, cette nuit magique. La conversation sincère, les rires partagés, la danse improvisée dans le salon. Comment il lui avait redonné le sentiment d'être vivante, comment il lui avait rendu quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, la capacité de se connecter véritablement avec un autre être humain. Il n'y avait aucun intérêt financier dans ce regard enfantin. Aucun calcul sur les héritages ou les propriétés. Il n'y avait que de la gratitude pure et une curiosité sincère. La matriarche écrivait sur la façon dont elle avait observé la réaction de la famille lorsqu'ils avaient trouvé le garçon endormi. La violence avec laquelle il l'avait chassé. Les mots cruels prononcés sans hésitation. Et enfin, la clarté absolue que ce moment lui avait apportée. Elle avait construit un empire, accumulé des fortunes inimaginables, mais avait complètement échoué à cultiver l'amour véritable. L'argent avait corrompu tous ceux qui l'entouraient,
transformant les liens familiaux en contrats commerciaux. Le garçon tourna la page, ses mains désormais plus fermes. La partie finale du testament approchait. Les héritiers retenaient leur souffle, espérant toujours que, malgré tout, la répartition traditionnelle serait respectée. Après tout, ce n'étaient que des mots sentimentaux, un déversement émotionnel d'une femme malade. Ce qui importait, c'étaient les chiffres, les propriétés, les valeurs monétaires qui allaient certainement suivre. La voix du garçon prit de la force au fur et à mesure qu'il poursuivait sa lecture. La matriarche expliquait dans le testament qu'après cette nuit révélatrice, elle avait pris une décision. Ce ne serait pas un choix impulsif ou émotionnel, mais calculé et juste. Elle passerait les 2 semaines suivantes à observer, tester, donnant une dernière chance à un membre de la famille de faire preuve d'un brin d'humanité véritable. Le lendemain matin de l'expulsion du garçon, elle fit comme si de rien n'était. Elle appela ses enfants pour le petit déjeuner et demanda des nouvelles de la fête. Ils parlèrent avec enthousiasme de contacts importants, d'affaires prometteuses, d'opportunités d'investissement. Personne ne mentionna l'incident. Personne ne demanda pourquoi elle avait invité un enfant affamé à entrer. C'était comme si le garçon n'avait jamais existé. Pendant le déjeuner, elle fit tomber intentionnellement un verre d'eau. La fille, au téléphone en train de finaliser un contrat, ne leva même pas les yeux. Le fils continua de manger, attendant que les domestiques s'occupent du désordre. La tante murmura quelque chose à propos d'un manque de coordination motrice et retourna à son magazine de potins. Ce fut le majordome, un homme de 60 ans avec des problèmes de dos, qui se baissa pour nettoyer le désordre. La matriarche écrivait sur chaque test appliqué au cours de ces derniers jours. Une nuit, elle simula une crise de douleur à la poitrine. Elle criait à l'aide depuis le 2e étage. Le fils se trouvait dans la salle de jeu, absorbé par une partie en ligne, et augmenta simplement le volume de son casque. La fille entendit, mais présuma que les infirmiers s'en occuperaient. La tante dormait et ne se réveilla même pas. Ce fut la cuisinière qui monta en courant les escaliers pour lui porter secours. À une autre occasion, elle demanda au fils de l'accompagner à un rendez-vous médical important. Il promit qu'il serait là, jurant que rien n'était plus important que sa santé. Le jour venu, elle attendit 1 heure dans le salon, habillée et prête, jusqu'à ce qu'il envoie un message. Un engagement de dernière minute s'était présenté, quelque chose de trop urgent pour être repoussé. L'avocat, informé de la situation, fut celui qui l'emmena à l'hôpital. La lettre révélait également des conversations privées que la matriarche avait entendues par inadvertance. Un après-midi, elle passa devant le bureau et entendit les 3 discuter de la répartition des biens. Ils parlaient d'elle au présent, comme si elle était déjà morte. Ils calculaient des valeurs, débattaient des pourcentages, planifiaient des ventes. La fille voulait garder le manoir pour le transformer en hôtel-boutique. Le fils préférait tout vendre et partager l'argent. La tante soutenait qu'elle méritait une plus grande part pour avoir pris soin de sa sœur dans les moments difficiles. Chaque mot de cette conversation avait été comme un coup de poignard. La matriarche ne pleura pas. Elle n'affronta personne. Elle retourna simplement dans sa chambre et appela à nouveau l'avocat. Les instructions qu'elle avait données précédemment seraient maintenues. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus d'espoir de rédemption pour ces personnes. Mais il y avait quelque chose que personne à part l'avocat ne savait. Quelque chose que la matriarche avait fait dans l'ombre, tandis que tous la jugeaient faible et mourante. Elle était sortie du manoir 3 fois au cours de ces dernières semaines. Déguisée, soutenue par son chauffeur de confiance, elle était allée dans les rues à la recherche du garçon. Elle voulait le trouver, savoir si cette bonté était réelle ou seulement un acte bien orchestré. La première fois, elle le vit partager un sandwich avec un autre sans-abri encore plus affaibli que lui. La 2e fois, il aidait une dame âgée à porter ses sacs de recyclage. La 3e fois, elle l'observa pendant 1 heure entière. Il ne mendiait pas agressivement, ne menaçait personne, ne s'impliquait pas avec les groupes dangereux qui dominaient cette région. Il survivait simplement avec dignité, gardant son humanité intacte malgré toutes les adversités. C'est alors que la matriarche eut la certitude absolue. Ce garçon méritait une chance que la vie ne lui avait jamais donnée. Il possédait quelque chose que tout l'argent du monde n'avait pas réussi à acheter pour sa famille. La véritable bonté, l'empathie sincère, la gratitude authentique. Si elle devait laisser un héritage, ce serait pour quelqu'un qui valoriserait vraiment non seulement l'argent, mais aussi les leçons qui s'y cachent. L'avocat reçut des instructions détaillées. Un fonds fiduciaire serait créé. Des tuteurs légaux seraient désignés. L'éducation serait garantie. Une thérapie psychologique serait assurée. Rien ne serait remis de manière irresponsable. Tout serait structuré pour que le garçon dispose non seulement de richesses, mais des outils pour l'utiliser de manière sage et constructive. La matriarche laissa également des lettres individuelles pour chaque membre de la famille.
Elle ne serait pas lue maintenant, mais remise plus tard par l'avocat. Dans ces lettres, elle expliquait exactement où chacun avait échoué, quelles opportunités de rédemption avaient été gâchées, comment l'amour avait été remplacé par la cupidité. Ce n'étaient pas des lettres cruelles, mais honnêtes. Des vérités qui devaient être dites, même si elles faisaient mal. Le garçon tourna une page de plus. Sa voix commençait à se briser. Il pouvait sentir le poids de la responsabilité que cette femme avait placée sur ses épaules. Elle ne lui donnait pas seulement de l'argent. Elle lui donnait une mission, un objectif, une chance de prouver que la bonté et la justice existaient encore dans le monde. Le garçon prit une profonde inspiration avant de lire la section suivante. Le silence dans le salon était absolu. Même les chuchotements s'étaient tus. Tous attendaient les mots qui définiraient les destinées et les fortunes. Ses mains tenaient le papier fermement maintenant, prêt à livrer le message final de cette femme extraordinaire qui avait croisé son chemin. La matriarche avait écrit avec une clarté chirurgicale. Elle déclarait qu'après une analyse attentive et une réflexion profonde, elle avait pris sa décision sur le destin de son patrimoine. Le manoir, avec tous ses meubles et œuvres d'art, serait donné à une institution accueillant des enfants abandonnés. Les 3 propriétés sur la côte seraient transformées en centre de réhabilitation gratuit pour les dépendants chimiques. L'appartement dans la capitale deviendrait un logement pour les personnes âgées sans famille. Les héritiers se regardèrent, confus. C'était inacceptable, mais il restait encore les actions de l'entreprise, les comptes bancaires, les investissements. La véritable fortune était là. Les biens immobiliers pouvaient être donnés par sentimentalisme, mais le cœur de l'empire serait certainement préservé pour la famille. Ils avaient encore de l'espoir. Le garçon continua. Les actions de l'entreprise seraient réparties entre les employés les plus anciens, ceux qui avaient consacré des décennies à un travail honnête et loyal. Chaque employé présent dans la société depuis plus de 10 ans recevrait une part proportionnelle. La cuisinière qui préparait les repas depuis 22 ans. Le chauffeur qui conduisait en toute sécurité depuis 18 ans. La secrétaire qui organisait les rendez-vous depuis 15 ans. Tous seraient récompensés. La fille se leva brusquement, le visage tordu de rage. Elle cria que c'était illégal, qu'ils allaient contester en justice, qu'aucun juge n'accepterait une telle folie. L'avocat parla enfin, sa voix tranchant l'air comme une sentence. Tout avait été révisé par 3 cabinets différents. Chaque virgule était à sa place. Chaque clause était blindée. La matriarche avait préparé ce document des mois à l'avance, en pleine conscience et capacité mentale, avec des évaluations psychiatriques jointes pour éviter toute contestation. Le fils s'avança vers le garçon, essayant d'arracher le papier de ses mains. 2 gardes, discrètement positionnés sur les côtés du salon, intervinrent immédiatement. L'avocat avait prévu des réactions violentes. Rien ne serait laissé au hasard. Le garçon recula d'un pas, protégé, et poursuivit sa lecture. Les comptes bancaires internationaux seraient destinés à des fondations caritatives vérifiées et auditées. Les hôpitaux pour enfants recevraient des fonds pour du matériel. Les écoles publiques dans les régions défavorisées auraient des bibliothèques complètes. Des projets d'eau potable dans des communautés oubliées seraient financés pendant des décennies. Chaque centime serait suivi et utilisé pour générer un impact réel dans des vies qui en avaient besoin. La tante commença à pleurer, cette fois des larmes authentiques de désespoir. Toute la fortune était en train d'être distribuée. Il ne resterait rien. Des décennies de fausses gentillesses, de visites forcées, d'appels téléphoniques calculés, tout était vain. Le masque était enfin tombé et il ne restait que le visage décharné de la cupidité frustrée. Mais alors le garçon arriva au paragraphe final. Sa voix trembla en lisant les dernières dispositions. Il y avait une exception. Un seul héritier recevrait quelque chose au-delà des donations philanthropiques. Quelqu'un qui avait montré, en une seule nuit, plus d'humanité que toute la famille réunie en des décennies. Quelqu'un qui n'avait demandé que de la nourriture et avait offert en retour une compagnie sincère, des rires authentiques, un intérêt véritable. La matriarche laissait au garçon des rues une somme précise, suffisante pour financer une éducation complète, y compris l'université et le post-grade dans n'importe quel domaine qu'il choisirait. Un logement digne jusqu'à son indépendance financière. Un accompagnement psychologique pour gérer les changements. Un petit fonds mensuel pour les besoins essentiels, administré par des tuteurs légaux jusqu'à sa majorité. Et une seule propriété. La petite maison de campagne où elle était née, avant la fortune, avant l'Empire, quand la vie était encore simple et que les gens étaient encore vrais. Ce n'était pas le manoir. Ce n'était pas des millions sur un compte en banque. Mais c'était suffisant pour transformer complètement la vie de ce garçon, lui donnant des opportunités que le destin lui avait refusées. Et plus important, cela venait avec une lettre personnelle, écrite à la main, où la matriarche le remerciait pour cette nuit magique, pour lui avoir rendu foi en l'humanité, pour avoir prouvé que la bonté existait encore.
Le fils explosa en protestations incohérentes. La fille menaça de poursuivre en justice tous les concernés. La tante accusa l'avocat de manipulation. Les invités filmaient tout, choqués par le spectacle. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. La décision était prise, documentée, scellée. La justice, enfin, avait été rendue. Le garçon plia soigneusement le testament. Il regarda le cercueil où reposait la femme qui avait changé sa vie. Des larmes coulaient sur son visage sale, laissant des traces nettes sur sa peau. Il n'avait rien demandé. Il n'avait rien espéré d'autre qu'un repas cette nuit fatidique. Mais elle avait vu quelque chose en lui que personne d'autre ne voyait. Elle avait cru en lui quand le monde entier l'ignorait. L'avocat posa la main sur l'épaule du garçon et le conduisit hors du salon. Il y avait des papiers à signer, des procédures à suivre, une vie entière à reconstruire. Les héritiers restèrent derrière, leur voix furieuse résonnant sur les murs de marbre, inutile et vide comme elle l'avait toujours été. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour transformateur aux funérailles. Le garçon, maintenant un adolescent de 15 ans, arpentait les couloirs d'une école privée. Son uniforme était impeccable, ses cahiers organisés, sa posture confiante. Mais ses yeux portaient encore la même bonté qui avait captivé la matriarche cette nuit lointaine. La petite maison de campagne était devenue son refuge. Rénovée avec soin et respect pour l'histoire qu'elle portait, elle conservait l'essence simple que la matriarche chérissait tant. Là, il passait ses week-ends à étudier, à lire les livres qu'elle avait laissés dans sa bibliothèque personnelle, réfléchissant au poids de la responsabilité qu'il portait désormais. L'avocat avait rempli son rôle à la perfection. Les tuteurs désignés étaient des personnes intègres, conscientes de la délicatesse de la situation. Ils ne traitaient pas le garçon comme un prince gâté, mais comme un jeune homme avec un potentiel à cultiver. Il apprenait non seulement les mathématiques et la littérature, mais aussi les valeurs, la responsabilité et l'empathie. L'éducation allait bien au-delà des murs de l'école. La thérapie hebdomadaire l'aidait à assimiler la transformation radicale de sa vie. Il y avait de la culpabilité d'avoir reçu tant qu'en d'autres dans la rue continuaient de souffrir. Il y avait de la confusion quant à sa place dans le monde, oscillant entre 2 univers si éloignés. Le psychologue le guidait avec patience, l'aidant à comprendre qu'accepter cette bénédiction ne signifiait pas oublier d'où il venait. Et il n'oubliait pas. Chaque semaine, il visitait les refuges où il avait l'habitude de dormir. Il apportait de la nourriture, parlait aux résidents, partageait l'espoir. Il utilisait une partie de son argent de poche non pas pour acheter des baskets coûteuses ou des jeux électroniques, mais pour aider ceux qui vivaient encore en marge de la société. La leçon de la matriarche avait été profondément intégrée. La richesse sans but n'est que du papier accumulé. Les anciens héritiers avaient suivi des chemins prévisibles. Le fils tenta de contester la décision, dépensa des fortunes en avocats, mais perdit toutes les batailles judiciaires. Il fit faillite 2 ans plus tard, englouti par des dettes de jeu qu'il avait toujours cachées à la famille. Aujourd'hui, il travaillait dans des emplois précaires, expérimentant enfin l'insécurité financière qu'il avait toujours méprisée chez les autres. La fille obtint un prêt en utilisant sa réputation et ouvrit une entreprise de luxe. Sans les compétences entrepreneuriales de sa mère et entourée de parasites qui exploitaient sa vanité, l'entreprise ne dura que 8 mois. Elle vivait maintenant dans un petit appartement, amère et seule, accusant le monde de sa chute, mais ne reconnaissant jamais sa propre responsabilité. La tante fut la seule à tenter une approche. Elle se présenta un après-midi à l'école du garçon, avec un discours préparé sur le regret et la famille. Il l'écouta poliment, puis demanda pourquoi elle n'avait jamais rendu visite à sa sœur dans les derniers mois de sa vie, alors qu'il suffisait de monter un étage dans le manoir. La tante n'eut pas de réponse. Elle ne revint jamais. Les institutions bénéficiaires du testament prospéraient. Le refuge pour enfants qui avait reçu le manoir avait sauvé 140 jeunes des rues. Les centres de réhabilitation maintenaient un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale. La résidence pour personnes âgées offrait dignité et compagnie à ceux qui avaient été oubliés. L'héritage de la matriarche multipliait la bonté au quotidien. Les employés qui avaient reçu des actions de l'entreprise géraient l'affaire avec un dévouement renouvelé. La productivité augmentait. L'ambiance de travail s'améliorait. Les profits étaient réinvestis de manière consciente. La société devint une référence en responsabilité sociale, un domaine qui n'avait jamais été une priorité lorsque la famille contrôlait les décisions. Le garçon gardait une photo encadrée dans sa chambre. L'image montrait la matriarche jeune, souriante sincèrement, avant que le poids de l'argent et de la fausse famille ne durcissent ses traits. Chaque nuit, avant de dormir, il regardait cette photo et renouvelait silencieusement sa promesse d'honorer la confiance qu'on avait placée en lui. À l'école, il se distinguait non seulement par d'excellentes notes, mais aussi par la manière dont il traitait tous ceux qui l'entouraient. Il défendait les exclus. Il partageait ses connaissances.
Il n'utilisait jamais son histoire comme monnaie d'échange ou pour demander un privilège. Ses professeurs commentaient qu'il rencontrait rarement un étudiant aussi équilibré, conscient du monde au-delà de lui-même. Il avait décidé ce qu'il étudierait à l'université, le droit, avec un focus sur la justice sociale. Il voulait défendre ceux qui n'avaient pas de voix, utiliser les outils du système pour corriger les injustices, transformer davantage de vies comme la sienne avait été transformée. La matriarche avait planté une graine qui fleurissait maintenant avec un but clair et déterminé. Une nuit, alors qu'il étudiait dans la maison de campagne, il trouva une dernière lettre cachée entre les pages d'un vieux livre. C'était la sienne, écrite pour être découverte seulement quand il serait prêt. Les mots étaient simples, mais profonds. Elle demandait seulement qu'il n'oublie jamais d'où il venait, qu'il utilise sa seconde chance pour créer des troisièmes chances pour les autres, et qu'il comprenne que la vraie richesse ne réside pas dans les coffres, mais dans les cœurs. Le garçon pleura en lisant ces lignes. Pas de tristesse, mais une gratitude absolue. Une femme qui le connaissait à peine avait cru en lui plus que sa propre famille n'avait cru en elle. Cet acte de foi pure transforma non seulement sa trajectoire, mais façonna le type de personne qu'il choisirait d'être pour toujours. L'histoire se répandit dans la ville, puis dans le pays. Elle inspira des débats sur les valeurs familiales, sur le véritable sens de l'héritage, sur la manière dont nous jugeons et valorisons les gens. La matriarche n'avait jamais cherché la renommée, mais elle laissa finalement une leçon qui résonnerait à travers les générations. La bonté reconnaît la bonté, et le plus grand héritage que nous pouvons laisser n'est pas l'argent, mais l'exemple d'une humanité véritable. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits qui nous font réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie.